Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. La frontière mouvante. Jean-Luc Piermet, Université Louis Pasteur, Strasbourg. Mouvante, voilà un adjectif difficile à accoler à l'objet géographique et la frontière. Rien n'est moins mouvant en effet que l'image classique de la frontière, limite de souveraineté territoriale que des États ont un jour fixée et dont des éléments enracinés, bornes, grillages, barrières, sont censés attester le caractère immuable. Seule la mobilité des hommes, quand la frontière n'est pas fermée, marque sur l'instant le caractère mouvant de celle-ci. Un examen plus attentif, et non plus focalisé sur l'instant, montre au contraire que tout est susceptible de bouger à la frontière, à tel point qu'un problème de méthode se pose pour cerner ce qu'elle entremêle de manière complexe. Les mouvements qui se nouent autour de la frontière ressortissent en effet de trois logiques différentes qu'il s'agit de distinguer au préalable. L'instrumentation sociale, les représentations et la mutation du concept lui-même. La frontière est d'abord instrumentée de manière diversifiée et évolutive par les pouvoirs et par les sociétés. Avant d'être un objet géographique, la frontière est un objet social et politique qui répond aux besoins universels de limite sans laquelle les faits sociaux n'existeraient pas. La complexité est déjà dans cette première proposition. Les acteurs de la société n'ont pas les mêmes stratégies à la frontière. Certains délimitent, édictent et gèrent. D'autres font avec et développent de manière inégale des compétences insoupçonnées pour contourner et dépasser. Mais ceux qui gèrent comme ceux qui pratiquent et ceux qui contournent, tous potentiellement traversés par des intérêts contradictoires, ne se laissent jamais enfermer dans ces catégories normatives. Discontinuité marquée par des différentiels eux-mêmes évolutifs, la frontière suscite des jeux variés, imbriqués, contradictoires, inégaux, adaptables à l'infini. À la frontière, le changement est de tous les instants stimulé par des imaginations sans bornes. Les frontières qui s'entr'ouvrent de manière hésitante constituent des exemples privilégiés de ces jeux incertains et risqués entre pouvoir et passeurs. Ainsi, celle que présente Sébastien Collin entre la Chine d'un côté, la Russie et la Corée du Nord de l'autre, en offre-t-elle un excellent exemple où les stratégies inégales des acteurs économiques et sociaux répondent à des pouvoirs partagés entre les impératifs antagoniques de la protection du territoire et de la stimulation économique. La frontière est ensuite objet de représentations diverses de la part d'une multiplicité d'acteurs. Ces représentations sont certes variées et changeantes mais pas nécessairement fugaces puisqu'elles s'enracinent dans la mémoire, dans des idéologies et plus encore dans des images et dans de la matérialité. Dans sa brutalité sèche, l'exemple abordé par Abaer El-Saka, celui des frontières de la Palestine, explore de manière remarquable les tensions qui traversent cette question des représentations. Entre Israël et la Palestine, il y a incontestablement une frontière. Elle est sociale et elle est politique, en ce sens qu'elle divise des sociétés structurées différemment. Mais même si cette frontière est fortement traduite dans les réalités, la qualité territoriale lui est refusée. Or ce déficit de territorialité s'ajoute aux contraintes de l'occupation pour exacerber chez les populations palestiniennes le poids de la mémoire, la diversité des représentations possibles, la sacralité du territoire refusé, la complexité des solutions entrevues. Cette difficulté à ancrer les représentations dans des réalités tangibles, et qui conduit les protagonistes du conflit à imaginer des solutions dans lesquelles le territoire ne figure pas toujours, montre par l'absurde l'importance de cette deuxième dimension de mouvement. La frontière est enfin objet de mutation. La dimension est ici celle du temps qui passe, qui modifie les conditions mêmes de la configuration des frontières. Ces conditions sont d'abord de l'ordre de la technique. Les progrès réalisés en matière de réseau, la démultiplication de ceux-ci, leur efficacité accrue, leur ouverture à des publics de plus en plus larges ont profondément transformé le rapport des sociétés humaines à leurs espaces. Aujourd'hui, les frontières ne sont plus seulement là où on les voyait autrefois. Les aéroports, les gares et les entrepôts sous douane, voire les terminaux de toutes sortes, les zones franches et les ambassades témoignent de ce monde réticulé dans lequel l'enjeu de passage se double toujours de l'enjeu de contrôle. En lien au moins partiel avec l'affirmation de ce monde de réseau, l'intensité des flux, l'évolution des idées, la libéralisation des échanges et les nouveaux arrangements géopolitiques à toutes les échelles ont relativisé les frontières étatiques. La notion de frontière est devenue plus floue, plus ubiquiste.
Les territoires sont stimulés par l'ouverture qui entraîne leur mise en concurrence. Les réseaux suscitent de nouvelles discontinuités entre branchés et non branchés. Repli et marginalisation menacent de rompre les sociétés. Faisant référence sur le temps long aux modifications dans la maîtrise du milieu, dans l'organisation des sociétés, dans l'agencement des pouvoirs, Patrick Piquet donne un exemple simple et probant de l'évolution de cette notion de frontière dans le cas précis des Bouches de Bonifacio. Le détroit de Malacca, analysé par Nathalie Faux, constitue un exemple plus complexe dans lequel les stratégies de trois États séparés par de profonds différentiels interfèrent avec les réglementations internationales dans l'invention d'une nouvelle signification pour cette frontière maritime. Dans les mutations très actuelles qui y sont présentées, il faut remarquer le rôle éminent de la grande métropole dans la recomposition des espaces. C'est en effet, autour de Singapour que se nouent les évolutions les plus spectaculaires, la ville-État construisant même une territorialité transfrontalière avec les îles Riau indonésiennes. Le cas mérite d'être souligné, tant il reste exceptionnel dans un monde où malgré des évolutions considérables, les États, même dans l'Union européenne, restent attachés de manière sourcilleuse à l'intégrité de leur territoire. Enfin, les frontières des États européens se relocalisent également de manière complexe. La carte des camps de réfugiés que présente Olivier Clochard est de ce point de vue très expressive. Les frontières des États nationaux, les ports, les aéroports sont rejoints comme localisation préférentielle par les frontières de l'Union et même par cette notion ambiguë des États tiers sûrs. Cette assurance de sûreté mériterait d'être interrogée. Qui réussit le tour de force de délocaliser la frontière sur des territoires extérieurs. Dans ces logiques de localisation, les réseaux ne sont jamais très éloignés, mais le paradoxe pointe puisque les camps de réfugiés en question se doivent d'être cachés au regard. Tout montre que la mutation de la frontière n'engage pas seulement la géographie, mais aussi le politique, la société et l'éthique elle-même. Instrumentation sociale, représentation, mutation du concept. Bien sûr, ces trois dimensions bougent de concert, au sein d'un système complexe toujours difficile à débrouiller. Même illustrant de manière privilégiée l'une ou l'autre de ces dimensions, aucune de ces 5 contributions n'omet de présenter l'imbrication de l'écheveau. Ainsi, les NAS de l'espace Schengen correspondent-elles à une logique de tri sélectif des étrangers ? Dimension d'instrumentation, en regard des priorités sociales et politiques affichées par les États, tout en essayant sur le plan des représentations d'éviter les mauvais souvenirs des camps d'autrefois et en inventant une autre configuration de frontières articulée au réseau. De même, le changement de signification de la frontière est-il en lien avec les usages et les représentations qu'en ont les sociétés ? Les 3 phases de la vision de la frontière aux Bouches de Bonifacio en portent témoignage. Les frontières sont mouvantes parce que, en tant qu'objet géographique, elles sont activées dans le cadre de rapports de force. C'est un tout social que l'on observe à travers elles, nœud de tension entre échelles d'espace, d'acteurs et de temporalité, en même temps que produits sociaux et agents actifs dans la production des sociétés. Mais la question des frontières mouvantes pose peut-être surtout la question des temporalités, si difficile à débrouiller qu'elle constitue aujourd'hui un des défis actuels de la recherche en sciences sociales. Le premier mouvement de cette observation des temporalités est aisé, puisqu'il s'agit de voir à travers la frontière le caractère labile des changements incessants. Le deuxième mouvement, qui prend en compte le temps long, nous apprend le durable qui structure les sociétés. Il faudra dans un troisième temps mêler les 2 approches. À travers les zappings du monde d'aujourd'hui, saurons-nous identifier les durables structurant un monde lui aussi en profonde mutation ? La frontière devrait nous y aider, en tant que lieu d'observation privilégié de mutation qui engage toute l'épaisseur des sociétés et des espaces jusque dans leur centre. Frontière palestinienne. La crise conflictuelle entre l'histoire et la géographie. ABARELS-AKKA, Université de Nantes. Le territoire palestinien. Les frontières palestiniennes font partie aujourd'hui des images renvoyant à la violence, banalisées et largement diffusées. Elles sont de plus en plus présentes dans les médias. La carte de la Palestine-Israël est l'une des cartes les plus connues au monde. Dessinée de 2 coups de crayon, elle illustre le rôle fondamental joué par les puissances coloniales dans la constitution d'États territoriaux nationaux dans cette région du monde, notamment au travers des accords Sykes-Picot de 1916 confère figure 1.
L'expression des apostrophes États importés, Badi, 1992, indique bien leur fragilité ainsi que la réalité historique de leurs frontières les menant à de nombreux conflits frontaliers. Par l'appel du Congrès syro-palestinien de 1921, le territoire arabe de Palestine devient en tant que tel un territoire palestinien à l'intérieur de la nation syrienne, formé par l'ensemble des habitants de la Grande Syrie. Face aux dangers sionistes croissants, les Palestiniens affirment après 1921 leur singularité et développent l'idée d'une identité nationale propre. Il faut attendre la fondation de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, en 1964, pour que l'affirmation de l'existence du peuple palestinien soit intrinsèquement liée à la revendication de son droit à l'autodétermination. Elle va être une constante du discours de ses dirigeants et des textes officiels, et se retrouve dans les textes de la Charte nationale produits en 1964 et 1968. Au fil du temps, le discours est passé de l'expression du pouvoir national à celui de l'État, puis à celui d'un État indépendant concrétisé par la proclamation d'un État palestinien à Alger en 1988. Après cela, suite aux résolutions 242 et 338 de l'ONU, l'OLP propose la terre contre la paix. 5 ans plus tard, le 13 septembre 1993, étaient signés les accords d'Oslo. Figure 1. Les accords Sykes-Picot, 1916, signés par la France et la Grande-Bretagne pour la répartition du Moyen-Orient. Les frontières palestiniennes s'imbriquent avec celles de l'autre. La guerre entre Israël et Palestine apparaît d'abord comme une lutte pour le territoire, confère figures 1, 2 et 3. Les frontières palestiniennes sont en transformations incessantes au cours des 4 ou 5 dernières décennies. Les contestations du territoire ont transformé les Palestiniens en peuple sans territoire. Faute de territoire, ce peuple va alors se consacrer à construire une identité nationale sur d'autres bases. La transformation de l'OLP en État OLP, et son rôle dans la construction d'une véritable entité sociopolitique sans territoire est ici primordial. L'identification à la terre avait déjà été transférée avec succès vers une référence au corps social et aux liens lui redonnant une cohésion. Mais cette situation pouvait-elle perdurer ? Si la construction normative associée à l'État pouvait poser le principe de la primauté de l'identité nationale étatique sur toute autre référence identitaire, ici territoriale, elle ne pouvait à elle seule abroger les pratiques et représentations propres aux groupes particuliers et aux individus confrontés à cette construction. Baduel, 1989. Les frontières ne sont pas simplement détracées sur une carte, un lieu géographique unidimensionnel de la vie politique, où un État finit et où un autre commence. Une frontière se définit à la fois par une référence à l'autre, mais également face à celui-ci, par le sentiment d'une unité interne, d'un tout auquel on appartient et qui suppose un minimum de cohésion politique, économique et culturelle. Miquel, 1989. Dans le cas palestinien, elle s'imbrique avec celle des autres. Le principe de territorialité est rattaché ici à des attributs renvoyant à des visions de l'espace qui sont liées à l'absence. Dans un contexte de dévalorisation du lien territorial, le MNP, Mouvement national palestinien, se devait de passer par sa reterritorialisation. Par ce fait, l'OLP fut ainsi une nébuleuse d'institutions en exil, à la fois organes politiques comme le CNP, Confère Supra, qui constitue le Parlement palestinien, les syndicats, etc. À présent, l'autorité palestinienne insiste sur des éléments qui symbolisent une souveraineté étatique afin de compenser une absence d'État sur le terrain. Des drapeaux, des timbres, des documents administratifs avec des en-têtes officielles. Confrontés au quotidien à la privation de souveraineté sur cette terre, les Palestiniens, qu'ils soient chassés en diaspora ou maintenus sous occupation, ont en effet entamé et mené à son terme un processus identitaire et politique allant vers une appropriation symbolique du territoire dans le but d'une renonciation raisonnée d'une partie de sa terre, Le Grain, 1996. Autrement dit, la mise en œuvre des résolutions 242 et 338, comme base pour le règlement du conflit, se focalise sur l'échange entre deux territoires. Frontières et territoires sont étroitement liés, et représentent ensemble l'élément fondateur du problème palestinien. Cette contestation du territoire produit un rapport crucial à la terre, et un besoin politique de territorialisation. Au travers de quelle représentation va-t-il s'effectuer ? Figure 2.
La Palestine sous le mandat britannique, 1923 à 1948. Figure 3. Les accords d'Oslo II, 28 septembre 1995. La représentation des territoires. Sans remonter jusqu'à l'Antiquité, la représentation de la terre se fonde sur la croyance que la Palestine serait le lieu des premières expériences d'urbanisation, de la constitution d'États territoriaux d'abord, puis nationaux, du monothéisme, Giardina 1990. La Palestine est le lieu du traumatisme qui a fait affleurer les mythes. Dans l'histoire contemporaine, la Palestine devient d'espoir mythifié en éveillant une identification à l'espace du panarabisme. Le territoire désignait une construction sociale s'inscrivant dans une histoire, mais aussi un lieu de construction idéologique puissant. De plus, le territoire palestinien est celui d'une mémoire. Pour le peuple palestinien, ce territoire comporte 3 dimensions: la patrie, le territoire perdu, le lieu d'un retour. Cette auto-représentation constitue une identité et une propriété, en lui donnant une valeur légitime. L'espace cristallise la profondeur historique de la société mais est, peut-être, instrumentalisé. La dimension communautaire des territoires appartient aussi à l'histoire longue. Le territoire palestinien dissimule en effet des identifications spatiales multiples, dont la concurrence est servie par l'histoire de la région. À l'exception de la période du mandat britannique, les Palestiniens ne connurent aucune spatialisation politique autonome. La question religieuse intervient également au travers de la sainteté, Terre sainte, Al-Ard al-Muqaddasa, Eretz d'Israël. Cette imprégnation religieuse n'a cessé de faire des progrès dans les 2 camps. Même si le mouvement palestinien était essentiellement séculier, se nourrissant de nationalisme et d'arabisme, la terre palestinienne est ressentie au travers d'un lien sacralisé, Waqf, renforcé par le sentiment permanent de la perte de son identité. Car tout au long de l'histoire palestinienne, cette représentation s'imbrique dans de multiples appartenances, de l'identité terroir à l'identité arabe et ou musulmane. De même, ces représentations tendent de plus en plus à confondre, dans leurs discours et dans leurs actions, des conceptions différentes de l'espace et de la territorialité, le tout imbriqué dans les processus de recomposition des espaces sociaux. La dialectique de l'identité palestinienne et de sa territorialité est en action. En ce sens, les frontières sont une partie intégrante des croyances et des mythes sur l'unité du peuple, et parfois de ceux renvoyant à l'unité naturelle du territoire. Ces communautés politiques imaginées, Anderson 1991, ont parfois de profondes racines historiques. Le paramètre territorial en est perpétuellement affecté puisque le conflit ne cesse d'osciller entre ces dimensions palestiniennes, arabes et musulmanes, entretenant l'incertitude du mode de résolution de ce conflit. Le discours produit n'est donc pas forcément homogène. Il est d'autant plus complexe que le mouvement palestinien compte aussi nombre de chrétiens sensibles aux tendances socialistes ou marxistes. Un premier constat s'impose. Frontières et territoires sont étroitement liés et représentent ensemble l'élément fondateur de l'identité palestinienne. Elles n'épousent plus les formes de la territorialité étatique, ce qui exacerbe les luttes pour la reconnaissance. En ce qui concerne la pensée politique palestinienne dans laquelle le territoire occupe une place essentielle en tant que référence fondatrice, Duclos, 1989, et unificatrice, la redécouverte des identités et la promotion des territoires n'échappent pas à l'attrait des représentations. Ces reconstructions subissent l'influence des changements politiques et de l'affirmation identitaire. Cette logique des représentations a contribué à cette prise en compte des solidarités et, de fait, a créé un espace enfin pensé comme commun. La perception identitaire s'accommode de frontières mouvantes et d'espaces territoriaux flous. Ce débat n'est pas nouveau. Nous pouvons le faire remonter à la constitution même du sentiment national palestinien. L'identité palestinienne, comme celle des autres peuples du Proche-Orient, est un assemblage de loyautés diverses que E. Gellner, 1989, a souligné, et sur lequel R. Halidi 1997 a insisté. Les Palestiniens s'identifiaient à leur religion, à l'arabisme, à leur patrie, à leur ville ou à leur région et à leur famille, sans jamais ressentir de contradiction ou de conflit de loyauté. Face à l'ordonnance de partage, la terre ou plutôt la quête de sa récupération,
a été placée au cœur même de la construction nationale palestinienne à laquelle a présidé l'OLP depuis maintenant 3 décennies. La cause palestinienne est la cause du peuple palestinien dans son ensemble, cause nationale et lutte pour ses droits politiques. C'est la question du rapport du peuple à la patrie, de l'homme à la terre, que le Palestinien soit exilé ou non. La perception des frontières extérieures qui ne cessent de changer constitue le principal champ de lutte s'ajoutant à la multiplicité de sens que le mot frontière lui-même revêt. Ces différents sens diffèrent d'une époque à l'autre. Du point de vue lexical, le terme arabe de frontière, du moins celui qui est employé aujourd'hui, ad, appartient à une racine exprimant l'idée d'un aigu, mais d'un aigu qui fait la différence, Miquel 1989. On l'emploie par exemple pour une crête, pour le fil d'un couteau ou autre instrument tranchant. De la même façon, le terme udut désigne en droit les peines légales où l'on peut clairement trancher en référence à une jurisprudence parfaitement connue et sans ambiguïté. Le territoire national n'est-il pas en train de perdre progressivement sa raison d'être? Les frontières sont généralement des marqueurs d'identité, Malcolm 2001. Le territoire est lui aussi un compromis entre un aspect mythique ou affectif et un aspect rationnel ou pragmatique. À la fois terre et héritage sacré, espace fonctionnel et lieu de pouvoir. L'échec des stratégies territoriales de l'OLP a favorisé une sacralisation de la rhétorique palestinienne. La création du djihad islamique, puis du Hamas, fait écho à l'essor des groupes ultra-orthodoxes juifs comme Gush et Munin. Derrière cette contestation religieuse du nationalisme séculier de l'OLP, apparaît une récupération de la conception territoriale qui appelle à la libération de la Palestine de la mer au fleuve, et qui tient pour inacceptable tout compromis supposant un partage des territoires. La référence au Dar al-Islam, au domaine de l'islam, est bien créatrice d'identification à un espace, tout comme l'appartenance à l'Oumma, communauté des croyants. Frontières mobiles, frontières floues. Quelles sont les représentations des frontières? Les appellations intérieures et extérieures des frontières ont évolué depuis 1948, confèrent figures 2, 3 et 4. Jusqu'en 1967, les Palestiniens dits de l'intérieur étaient ceux qui demeuraient à l'intérieur de la ligne verte au sein de l'État hébreu. Cette appellation avait un sens historique et une connotation sentimentale. Elle évoquait l'éclatement, l'exil, la dispersion de la société palestinienne et la rupture de communication avec une minorité réduite au silence et placée sous surveillance. L'intérieur était le territoire auquel se référaient les Palestiniens pour signifier qu'il était à récupérer, la guerre de 1967 ayant définitivement enterré l'espoir de recouvrer la Palestine historique. D'autres arguments peuvent consolider l'importance de cette ligne verte, notamment autour des événements du Jour de la Terre. Célébré le 30 mars depuis 1976, ce temps fort des rituels de protestation arabe commémore la mort de 7 personnes qui participaient à une manifestation contre la vague d'expropriation de terres qui a touché la population arabe dans les années 1970. Jusqu'à l'intifada, les Palestiniens des deux côtés de la ligne verte avaient de plus en plus tendance à mettre en avant leurs caractéristiques communes. Leur expérience du gouvernement militaire, les confiscations de terres, leur héritage culturel et leur identification au peuple palestinien dans sa globalité. D'autres frontières existent. Celle existant entre les Palestiniens de Gaza et la Cisjordanie, celle entre les Palestiniens de l'intérieur et ceux de la diaspora, mais également entre les Palestiniens de Jérusalem-Est et ceux de la Cisjordanie. Ces frontières se sont construites au travers des conditions d'existence imposées par la situation politique. Par exemple, la distinction imposée par l'occupation israélienne a créé des conditions socio-politiques différentes, des statuts différents octroyés notamment par les régimes arabes, Égypte, Jordanie, ou encore par l'occupation. Cela a produit des préjugés à Gaza comme en Cisjordanie, Shikaki, 1994. La première tout autant que la seconde intifada sont à cet égard des périodes privilégiées de cohésion nationale, en même temps que l'occasion de prendre conscience des différences, des lignes de partage qui séparent désormais les deux communautés, à cause du morcellement de territoires palestiniens pour des raisons de sécurité. Par exemple, les Palestiniens de Naplouse n'ont jamais vu la mer à Gaza. De même, les Palestiniens de Gaza ne connaissent ni Bethléem ni Jérusalem. Cette volonté d'unité demeure cependant bien réelle par la conscience du danger d'un morcellement qui ajourne l'espoir d'une reconstruction partielle de la Palestine,
et qui remettrait en cause la continuité géographique et territoriale d'un futur État. Figure 4. Le plan de partage 1947. Mais si cette perception de l'unité politique des frontières demeure forte, sur le terrain les choses sont différentes car les résultats des observations mettent plutôt en avant une conception mobile de la frontière. Les camps de réfugiés sont, en Cisjordanie davantage qu'à Gaza, des enclaves physiquement délimitées où les conditions d'habitat, le niveau de vie, l'organisation sociale et la dynamique politique sont tout à fait particulières. La fragmentation en cours de la terre et des communautés palestiniennes en zones séparées est renforcée par les fréquentes punitions collectives, bouclage des zones, établissement de zones de séparation, ressemblant au phénomène bantoustan, ces réserves de terre concédées aux Noirs qui visent à conformer l'institution territoriale au canon identitaire de l'apartheid. Dans le même ordre d'idées, on peut aussi mentionner l'absence dans les manuels scolaires des frontières palestiniennes alors même que leur dimension géographique est incontestable. Pour le moins, l'échelle de référence est souvent floue. On peut voir des cartes palestiniennes récentes, notamment touristiques dont les frontières se réfèrent à la Palestine historique mais qui dans un même temps, ne mentionnent que les villes autonomes palestiniennes, Gaza, Bethléem, confère figure 3. La construction identitaire qui avait fait du lien à la terre le fondement de l'identité de la personne, de l'unité de la nation, et de l'agir de l'organisation, ne paraît plus opératoire. Pendant 30 ans, le peuple palestinien sous égide de l'OLP a construit son identité nationale sur la base de la récupération d'une souveraineté sur un territoire partagé. La nouvelle entité se distingue ainsi clairement des marques traditionnelles de la souveraineté territoriale, perdant notamment le droit de contrôler exclusivement ses frontières. Cette remise en cause frontale du principe de territorialité se trouve à son tour, confirmée par tout le contexte de ces accords, et notamment par la volonté de conforter la réconciliation israélo-palestinienne par l'usage des effets du marché, c'est-à-dire la mobilisation de capitaux et d'investissements. Toutes ces dispositions fixent en tout cas un état d'esprit qui envisage désormais la solution des conflits sur le mode d'une déterritorialisation au moins partielle des contentieux, et par l'invention de modes plus ou moins nouveaux de contournement. Concrètement, cela produit une carte à trous, confère figure 4. La carte comme moyen d'appropriation de l'espace, participe-t-elle à la promotion étatique ? Les Palestiniens ne sont pas inscrits sur la carte parce qu'ils n'ont pas de territoire bien délimité par des frontières. L'importance donnée à la carte, comme moyen privilégié de la représentation de l'espace, en fait aussi un pouvoir dans ses dimensions spatiales et sociales. Si les Palestiniens sont cartographiquement effacés, comment peut-on les appréhender ? Parlons-nous des Palestiniens vivant sur un espace que les cartes ignorent ou bien parlons-nous de la Palestine, territoire qui renvoie à un processus historique, Palestine romaine, ottomane, mandataire, territoires autonomes palestiniens, État palestinien à venir. En conséquence, les Palestiniens perdent tout pouvoir du fait même qu'ils n'ont pas de carte, cet instrument de pouvoir redoutable. Ainsi, même lors des négociations à Camp David, Aniyeh 2000, les Palestiniens n'avaient pas de carte claire de leurs futures frontières. Les frontières sont-elles condamnées à rester ambiguës par rapport à la géographie ? La mémoire collective est avant tout une réalité sociale, mais aussi une sorte de territorialisation de la culture palestinienne qui forme l'identité. La création d'Israël en 1948, appelée le Al-Nakba, la catastrophe par les Palestiniens, est l'événement matrice de la communauté imaginée et le principe fondateur de la diaspora. La mémoire des individus, Albvax, 1950, consiste en ce que chacun se rappelle de son village, de sa terre, de son enfance détruite, etc. Et cela en essayant de créer une atmosphère de patrie afin de remplacer provisoirement celle perdue. Ces expériences s'imbriquent entre elles pour former une expérience commune, d'où la difficulté de se référer à son vécu sans s'approprier l'histoire commune. Souvent les Palestiniens utilisent le pronom nous à la place du moi. Quand nous étions à Haïfa, nous faisions telle chose. Une étude, réalisée sur la perception de la patrie chez les enfants palestiniens, nous en donne un exemple, Farhan 1992. Un de ses enfants était questionné sur la distance qui le séparait de la Palestine. Il répondit en utilisant son âge, et non pas la distance en kilomètres. Face à l'impasse de la perception de la Palestine historique,
Les Palestiniens essaient de privilégier la partie historique de leur cause par rapport à la patrie de la géographie perdue. Par exemple, ils fondent dans les territoires occupés des centaines d'associations de réfugiés, par exemple les ex-habitants de Jaffa ou d'autres localités rasées par dizaines. Ce type de mobilisation essaie de dépasser l'obstacle de la géographie dans le sens où la Palestine historique ne leur appartient plus. Cette tentative est une façon de préserver, dans l'éventualité d'un accord de paix avec Israël, le principe du droit, mais aussi de remplacer les conséquences du refuge ou de la misère par une affirmation sociale et culturelle. L'exemple le plus parlant nous est donné par un entretien avec le grand poète palestinien Mahmoud Darwich, 1997. Je n'ai pas trouvé ma patrie personnelle, ni mon lieu personnel. Mon lieu premier a été dès le départ supprimé. C'est pourquoi lorsque je raconte mon histoire, je dis forcément une histoire collective, celle de toute la Palestine. Le destin a voulu que mon histoire individuelle se confonde avec une histoire collective, et que mon peuple se reconnaisse dans ma voix. La mémoire collective fonctionne à l'intérieur d'un groupe social, se développe dans un espace qui lui sert de support et en dehors duquel elle ne peut pas être étudiée. Albvax, 1950. Si l'on suit la définition que Penora a donnée des lieux de mémoire, 1992, on peut appréhender la culture palestinienne de la première génération de l'exil comme une sorte de mémoire extraterritoriale ancrée dans des lieux physiques, comme les maisons perdues, les terres confisquées, des clés exposées sur les murs des maisons d'exil. Cette culture résulte de l'annulation de la distance entre le passé et le présent, par la répétition de l'appartenance à ces lieux. La mémoire collective, dans le cas palestinien, est composée par l'ensemble des éléments qui permettent la gestion du passé dans le présent. Alors de quelles frontières parlons-nous ? Les zones qui regroupent les Palestiniens dans le futur compromis historique, de la patrie historique ? En effet, ces frontières psychologiques et sociales ne correspondent pas à ces frontières politiques. Une représentation positive serait de dire que tant qu'ils conservent leur lien de mémoire avec leur mère patrie, les Palestiniens font la différence entre l'État et la patrie, l'État renvoyant au vœu d'un État palestinien basé sur les frontières de 1967 et la patrie à la Palestine historique. Ces distinctions se retrouvent dans les entretiens menés personnellement sur le terrain en septembre 2003. Les enjeux symboliques qui accompagnent ces changements sont donc considérables. Le sentiment de la perte du passé, la terre et la peur de l'avenir qui s'aggravent se conjuguent ne creusent un vide béant dans l'entité nationale ? Cette perception permet-elle de préserver le lien symbolique entre le principe de partage de territoire et son aspiration à l'État ? Le passage de l'histoire à la géographie se fait dans la douleur et l'incertitude. Par les rencontres et les mutations en cours, émerge graduellement une contradiction fondamentale d'un type nouveau. Les nouvelles frontières dans leur configuration à venir menacent-elles l'identité palestinienne elle-même ? La privation progressive de la terre des ancêtres, travaillée sans être véritablement définie géographiquement ni liée à l'identité de ses habitants, a placé cette terre au cœur d'une identité nationale en construction. Cette définition géographique est communément présente dans la littérature palestinienne intérieure. Assurément, certaines structures émergent et peuvent encore, à première vue, donner le change. En réalité, le Palestinien d'aujourd'hui peut nous apparaître avant tout comme l'homme de la reconquête d'une identité dans une période de transition. Mais l'État à venir ne ressemblera probablement pas non plus au mini-État composé par l'ensemble de la Cisjordanie et Gaza, 21% à peine du territoire de la Palestine historique, avec Jérusalem-Est comme capitale. Sa souveraineté sera sûrement limitée dans de nombreux domaines, y compris le contrôle de ses frontières. Enfin, le sort des millions de réfugiés palestiniens reste bien incertain. La perception historique palestinienne est chargée de l'épreuve tragique de la dispersion. Dans ce contexte, l'appropriation du passé et la récupération du temps deviendraient nécessaires à la consolidation du groupe et à l'occupation d'un espace géographique propre sur lequel s'exercerait son autorité. Les Palestiniens continueront-ils de percevoir la Palestine comme la patrie d'un même peuple ? Les Palestiniens passeront-ils d'un nationalisme territorial à un nationalisme culturel de la terre et du peuple palestinien ? En cela, nous voyons les conséquences et l'importance de l'espace-temps sur le conflit des frontières.
Les frontières configurent-elles un nouvel espace? Le mouvement national palestinien se trouve actuellement à un moment crucial de son histoire. Depuis les accords d'Oslo, les réalités de territorialisation du projet national palestinien sont mises à mal. L'idée de retour pour les réfugiés palestiniens sur la base de la résolution 194 de l'ONU, avec les aspirations au retour, demeure une question fondamentale de la cause palestinienne. Alors que le projet palestinien se focalise sur le futur territoire et ses habitants, il marginalise en même temps ceux de la diaspora, ce qui devient un problème majeur concernant plus de 4 millions de personnes. Comment s'y prendra-t-elle, au regard des exigences du règlement prévu, pour engager un processus inverse par lequel elle devra convaincre les populations palestiniennes dispersées que le moment est venu d'accepter l'intégration dans les pays hôtes? Code Mani-Darwish, 1997, ce que les réfugiés ont toujours refusé? Que deviendront ces populations dont la majeure partie a encore le statut de réfugiés? Et par-delà les réfugiés, que deviendra la question palestinienne elle-même? Alors la question à poser est relative, d'une part, au statut de ces territoires et à l'étendue du pouvoir que pourra exercer un futur gouvernement palestinien, et d'autre part, à la définition d'un nouveau mode d'organisation des liens entre le centre et ses périphéries, ainsi qu'à la contribution des sociétés d'accueil. En l'absence d'un lien territorial direct, un État palestinien sera-t-il en mesure de mettre en œuvre des projets économiques ou plutôt des réseaux commerciaux favorisant l'établissement de liens économiques, non pas avec quelques individus, hommes d'affaires de la diaspora, mais avec des groupes de réfugiés suffisamment importants pour créer un sentiment de destinée partagée, Radi, 2002? Si l'entité palestinienne accède au statut d'État, elle sera en mesure de créer le lien juridique avec des ressortissants dispersés. Autrement dit, nous orientons-nous vers un nouveau mode, celui de la transnationalité? Vers une nouvelle logique conflictuelle. La notion de territoire national est désormais concurrencée par d'autres types d'espaces à dimension fédérative ou transnationale. D'où la thèse de certains chercheurs sur la faisabilité d'un État palestinien sans territoire. Sans doute les phénomènes de transterritorialité méritent-ils alors d'être étudiés. S'ils compliquent la situation, ils n'effacent cependant pas le rôle de répartiteur des compétences que joue le territoire. Si le territoire conserve sa place en droit international, c'est bien parce qu'il n'existe pour l'instant aucune alternative. La vision dans laquelle l'État dépérirait semble-t-elle une utopie? La mise en question de l'État territorial nous amène à considérer d'autres schémas d'organisation politico-économique à venir. La question désormais est de savoir comment l'État peut advenir, après sa période d'affermissement sociétal et territorial. La relation entre le centre et la périphérie est certes ambiguë et mouvante au niveau de la perception de la patrie, au point qu'on est obligé de distinguer entre périphérie intérieure et extérieure. On assiste plutôt à un champ de force où l'attraction et les significations s'exercent de façon simultanée et contradictoire, avec des accent aigu interprétations. D'autres valorisent le lien irréductible entre la diaspora et la population palestinienne de l'intérieur, pour avancer une solution politique territoriale. Cependant, au regard des blocages successifs du processus de paix qui mettent à mal une territorialisation complète des institutions palestiniennes, ces dernières sont contraintes de maintenir simultanément des logiques transnationales, un fonctionnement en réseau, et des amorces de logique nationale. Cette multiplicité des dimensions entraîne la relativisation de l'État territorial national. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'État sans territoire. La nouvelle entité à venir se distingue ainsi clairement des marques traditionnelles de la souveraineté territoriale, perdant notamment le droit de contrôler exclusivement ses frontières, Radi, 2002. Au-delà des problèmes de légitimité, la vraie question est celle de la viabilité d'un tel État, c'est-à-dire de sa capacité à répondre aux aspirations nationales et identitaires des Palestiniens, ceux de la Cisjordanie et de Gaza, ceux d'Israël et réfugiés à travers le monde. Le mur présente-t-il la nouvelle frontière à venir? Avec la construction d'un mur, 2 fois plus haut et 3 fois plus large que le mur de Berlin, ce sont de nouvelles routes qui sont détournées vers les colonies pour l'usage prioritaire des colons, les militaires étant chargés de bloquer la circulation. La séparation territoriale est-elle une solution ou un mirage pour une paix durable?
Où tracer pour commencer la ligne qui séparerait les deux peuples? Y aura-t-il des approches pragmatiques fondées sur la dissociation territoriale entre Israéliens et Palestiniens? La séparation ne pourra jamais être hermétique, à cause de la proximité de l'habitat autour de Jérusalem, le long de la ligne verte. La séparation économique n'est pas souhaitable pour Israël. Les murs peuvent-ils faire de bons voisins ou sont-ils, comme à Berlin, destinés à tomber? Ce futur État sera-t-il un terroir, une terre maternelle, ou encore un cyberespace mondial, ou tout simplement un État national? Conclusion. Les frontières israélo-palestiniennes s'imbriquent l'une dans l'autre, et ce conflit israélo-palestinien perdure à être un conflit autour de la question du territoire. Certes, il existe différentes appellations qui rendent les valeurs des frontières chez les Palestiniens confuses et complexes. Les frontières serviront-elles de support à la construction de l'identité nationale dans sa définition spatiale future? Les Palestiniens sauront-ils, ou auront-ils la possibilité de participer à la configuration de leur future carte? Les processus de paix n'ont pas clos le débat sur les frontières, y compris l'initiative récente de Genève. Pour l'instant, il reste de ce processus un proto-État palestinien éclaté qui ne conduit qu'à une nouvelle géographie du contrôle en faveur d'Israël. Non seulement la continuité territoriale de l'espace palestinien, mais aussi sa continuité géographique sont rompues. Ici, une crise émerge entre l'histoire et la géographie, d'où certains discours palestiniens s'attachant plutôt à l'histoire qu'à la géographie. Pourtant, les résolutions du droit international restent le cadre de référence. Elles s'appuient sur les lignes d'armistice, qui remettent en cause directement ou potentiellement la territorialité physique, symbolique et juridique. En effet, cette situation ne contribue-t-elle pas à la sacralisation d'un terroir ancestral et à sa dimension de sainteté? En d'autres termes, le territoire et ses frontières présentent une référence fondatrice et un projet unificateur. Les frontières sont-elles les moyens de lutter pour la reconnaissance et la consolidation de l'identité? Les nouvelles frontières dans leur tracé à venir menacent-elles l'identité palestinienne elle-même? La nouvelle entité se distinguerait-elle alors clairement des marques traditionnelles de la souveraineté territoriale, perdant notamment le droit de contrôler exclusivement ses frontières, en laissant la place à une identité transnationale? La question de frontières est une source de conflit présent. Continuera-t-elle à être une source de conflit? Bibliographie. Anderson, B. 1991, Imagine Communities. En Inquiry into the Origins and Spread of Nationalism, London, Verso. Madi, B. 1992, L'État importé, Fayard. Maduel, Pr. 1989, Le territoire d'État entre imposition et subversion. Exemple sahélo-saharien, dans l'International sans territoire, culture et conflit numéro 21 à 22. Bonne-Maison J. CAMBREZY, L. QINTYBOURGEOIS, L. Dire, 1999, Les territoires de l'identité, le territoire, lien ou frontièreté. 1. La nation et le territoire, lien ou frontièreté. 2. Paris l'Harmattan. Darwich, Monsieur, 1997, La Palestine comme métaphore, Sinbad, Actes Sud. Duclos, LJ, 1989, Territorialité palestinienne, REMMM, Revue du monde musulman et de la Méditerranée, numéro 48 à 49, page 250 à 265. Farhan, Monsieur, 1992, La patrie dans l'esprit de l'enfant palestinien, une étude de terrain sur des enfants palestiniens, publication en arabe, Union générale des écrivains palestiniens, Tunis. GELLNER, 1989, Nation et nationalisme, Payot. Jardina, A. 1990, La Palestine, histoire d'une terre, comprendre le Moyen-Orient. Albvax, Monsieur, 1950, La mémoire collective, PUF. HANNIYE, A. 2000, Ce qui s'est réellement passé à Camp David, 11 au 25 juillet 2000, Revue d'études palestiniennes numéro 25. Ralidi, R. 1997, Palestinian Identity. The Construction of Modern National Consciousness, Columbia University Press. KODMANIDARWISH, B. 1997, La diaspora palestinienne, PUF. Legrain, J.F., 1996, La Palestine,
De la terre perdue à la reconquête du territoire, Culture et conflits numéro 21 à 22. Malcolm A. 2001, Les frontières, un débat contemporain, Culture et conflits numéro 26 à 27. Michael A. 1989, La perception de la frontière aux approches de l'an 1000 de notre ère, dans le monde musulman à l'épreuve de la frontière, REMMM numéro 48 à 49, page 22 à 25. Nora P. 1992, Les lieux de mémoire Gallimard. Radi, L. 2002, La crise de la territorialisation du nationalisme diasporique palestinien, une gouvernance transnationale inachevée, Dandikoff A. et Castoriano R., Nationalisme en mutation en Méditerranée orientale, CNRS, page 214 à 225. SHIQAQI, K. 1994, The West Bank and the Gaza Strip, Future Political and Administrative, Passia Publications, Jérusalem. Les Bouches de Bonifacio. De la frontière maritime au renouveau du lien maritime. Patrick Piquet, Université de Lille. L'idée de nature est très fréquente quand on étudie les Bouches de Bonifacio, la nature qui sépare et celle qui sert de lien. Dans les noms successifs et si originaux du détroit, la nature semble déjà présente mais ambivalente. Les Grecs l'appelaient Taphros, c'est-à-dire le trou, nom étrange alors qu'ailleurs ils utilisaient plus souvent Poros, le chemin dans la mer, peut-être afin de souligner la plongée brutale dans la mer tant du côté corse que du côté sarde. Depuis, les Bouches rappellent sans doute les passages au milieu des îles en sortant du détroit vers la côte de la péninsule italienne. Dans ce cas, la métaphore souligne plutôt un lien, un contact, mais il est orienté ouest-est. Métaphore de la nature est encore cette dénomination proposée par les géographes italiens pour la Corse et la Sardaigne, les îles jumelles de la Tyrrhénienne. Vues de loin, elles semblent effectivement très proches l'une de l'autre et très ressemblantes par bien des caractères physiques et économiques. Les premières cartes de la Corse, Grelle-Pouligny, 1999, montrent toujours cette grande proximité en associant étroitement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.